Je saisis cette occasion pour vous indiquer que l'attention de notre commission sur ce sujet devrait se prolonger dans les semaines et les mois à venir, puisque le bureau de notre commission a décidé la création d'une mission d'information sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui devrait prochainement commencer ses travaux. Je vous propose maintenant de vous céder la parole pour une dizaine de minutes chacun. Je crois que vous avez préparé un visuel à commenter. Et puis ensuite, je laisserai la parole, bien sûr, à chacun de nos collègues, en commençant par notre rapporteur budgétaire, Jean-Jacques Lozach, qui vous posera une première série de questions. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chères sénatrices et sénateurs. Merci vraiment de votre présence aujourd'hui. Merci de vous intéresser à ce projet Paris 2024. Je dois dire que ce soutien est permanent depuis le début même de la candidature et cet effort important que depuis son initiative, ce projet puisse être soutenu par les élus de la nation. Je crois que nous avons collectivement supporté une ambition pour la France. Ce projet dépasse de très loin un projet de sport, c'est un vrai projet de société. Nous avons une ambition effectivement de ne pas être juste les 33e Jeux de l'histoire, mais de démontrer que la France est à l'origine d'un projet d'un nouveau genre, proposer un nouveau modèle de jeu avec plus de sobriété, avec notre capacité à être aussi innovant pour faire bouger les lignes autour du sport, autour de l'engagement, autour de l'impact sur les territoires et potentiellement aussi notre capacité à démontrer que le sport dans ce pays peut apporter un vrai impact et répondre à des préoccupations que se posent nos Français en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de lien social. Nous avons cette conviction que le sport est un vrai outil au service des Français et que ce projet, qui est le plus grand projet sportif, mais même tout domaine confondu que la France ait jamais organisé, peut être un vrai accélérateur pour faire bouger les lignes. Et c'est donc fondamental que vous nous aidiez, que vous soyez connectés autant que possible à ce projet. Monsieur le Président, je voulais vraiment commencer par vous remercier pour cette audition. Alors effectivement, juste en quelques minutes avant de répondre plus précisément à vos questions, revenir quand même sur l'essence même de ce projet pour que chacune et chacun d'entre vous puisse bien maîtriser ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui avec Paris 2024. Donc si on passe sur la slide suivante, je ne sais pas, voilà. Alors, les Jeux, en quelques chiffres, très rapidement, c'est le plus grand événement sportif. On va accueillir 15 000 athlètes qui viendront de 206 pays. Au programme des Jeux Olympiques, 32 sports, 28 plus 4 sports additionnels que nous avons souhaité rajouter pour essayer de rajeunir encore notre audience. Et puis 22 sports pour les Jeux paralympiques. C'est adossé à ce plus grand événement sportif, la plus grande plateforme de communication. On a cette opportunité aujourd'hui, alors bien évidemment on s'est positionné avant cette crise sanitaire, mais quelque part utilisons la plateforme de communication que sont ces Jeux, qui sera regardée par 4 milliards de personnes, ce sont les chiffres des derniers Jeux. On va accueillir 20 000 journalistes, un programme de volontaires de 50 000 personnes à travers bien évidemment un programme de recrutement sur tout le pays, et puis un programme de billetterie très important, 13,5 millions de spectateurs, le plus grand événement en nombre de spectateurs que nous aurons jamais organisé, et un parcours du relais de la flamme qui, je suis sûr, vous intéresse puisqu'il va traverser dans les 3 mois qui précéderont la cérémonie d'ouverture l'ensemble de notre territoire. Si on continue, peut-être un mot sur le budget, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est aussi un engagement très fort de Paris 2024 de proposer un nouveau modèle de financement de jeux avec un budget qui aujourd'hui est financé à plus de 97% par le secteur privé, 3 milliards 900 millions d'euros, avec 3 grands tiers de financement. Un premier tiers qui est apporté par le CIO lui-même, un deuxième tiers qui est apporté par notre programme billetterie et effectivement quelques produits dérivés, et un troisième tiers financé par les entreprises partenaires de Paris 2024.
C'est important de le souligner ici parce que, quelque part, nous aurons la capacité d'investir. Le comité d'organisation est une association de droit privé. Vous l'avez vu, financée principalement par de l'argent privé, puisque 100% du modèle économique des Jeux Olympiques est financé par de l'argent privé. Il y a une contribution d'argent public sur un concours public, vous le voyez ici, de 100 millions d'euros, qui est fléché directement sur les Jeux paralympiques, puisque pour les Jeux paralympiques, il n'y a pas de contribution du Comité international paralympique, à l'inverse du CIO qui, lui, abonde à hauteur d'un tiers de notre budget. Donc il y a une contribution d'argent public sur les Jeux paralympiques. Alors maintenant, la réussite de Paris 2024, pour nous, elle réside dans 3 grands défis. Le premier défi, je les cite avant de les dérouler peut-être, le premier défi, c'est effectivement de réussir une célébration spectaculaire, ouverte et responsable. Donc je vais y revenir dans un instant. Le deuxième défi, ce sera de construire un héritage collectif pour que, encore une fois, la place du sport dans ce pays puisse jouer un rôle plus important au service de la société. Et notre troisième défi, c'est notre capacité à engager l'ensemble des Français, des territoires, dans la réussite de cet événement qui fera date. Cela fait 100 ans que l'on n'a pas organisé les Jeux Olympiques d'été et ce seront les premiers Jeux paralympiques que notre pays organisera. Alors maintenant, si je déroule très rapidement sur les 3 défis. Sur le premier défi, effectivement, pour la célébration, on a cette chance de pouvoir capitaliser sur des sites iconiques qui ont déjà démontré, fait leurs preuves à travers de grands événements. Donc bien évidemment, c'est le cas pour le Stade de France. Si on continue, on se rend compte qu'on a aussi cette chance de pouvoir utiliser la plateforme des Jeux pour révéler quelque part notre plus beau patrimoine. Et c'est ça aussi la magie de ce projet, c'est de réussir à associer le sport et la culture, de réussir à proposer des émotions très fortes pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs, et surtout pour les 4 milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux à la télévision, de se dire « waouh, quand même, c'est beau ». Et donc nous aurons des épreuves au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, place de la Concorde, dans les jardins du château de Versailles, et même vous l'avez vu, à Tahiti. J'imagine que peut-être que nous y reviendrons. Mais c'était important pour nous à la fois d'allier les meilleures conditions sportives. Et il se trouve que la plus belle vague du monde, elle est française, elle est à Tahiti à cette période de l'année. Et donc, nous souhaitions effectivement pouvoir associer ce territoire à la réussite des Jeux. Les épreuves de voile et de football à Marseille, et ça aussi c'est important pour nous. Le deuxième défi, c'est celui de l'héritage. Alors en matière d'héritage, pour nous, il y a 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est de changer le modèle. On veut des Jeux plus sobres. On veut des Jeux qui divisent par 2 les émissions carbone d'une organisation olympique. C'est sans précédent. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur 95% d'infrastructures déjà existantes ou temporaires, qu'on va desservir l'ensemble des sites de compétition par des transports en commun pour vraiment avoir un impact significatif sur le modèle écologique de ces Jeux et le modèle financier, parce que forcément, chaque euro dépensé le sera au service de projets et de création d'impact. Et donc la deuxième dimension de l'héritage pour nous, c'est, avant de parler d'engagement, c'est encore une fois comment réussir à positionner le sport comme un outil au service de la population. Et nous avons des ambitions très fortes pour réussir à ce que les Français fassent plus d'activité physique. Aujourd'hui, malheureusement, les statistiques ne sont pas très bonnes dans notre pays. On se rend compte que l'Organisation mondiale de la santé a révélé que 85% des jeunes ne pratiquent pas assez d'activité physique, qu'un jeune sur 5 est en situation de surpoids et d'obésité, et donc des statistiques de sédentarité qui continuent d'augmenter, alors que 30 minutes d'activité physique quotidienne a un impact direct et significatif à la fois sur la santé, mais aussi sur le bien-être et sur la concentration pour l'école et ainsi de suite. Donc on veut vraiment réussir à mobiliser l'ensemble des forces
en présence pour réussir à collectivement trouver des voies de passage pour faire plus d'activité physique à la population française dès le plus jeune âge, parce que pour nous, les bonnes habitudes doivent être prises quelque part dès le plus jeune âge, et notamment à l'école primaire. Et c'est pour ça qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous prenons cette mesure de 30 minutes d'activité physique quotidienne, mais on pourra y revenir dans un instant, notamment avec Marie Barsac qui m'accompagne aujourd'hui, qui est la directrice exécutive de Paris 2024 en charge de l'héritage et de l'impact. Le troisième défi, c'est celui de l'engagement de tous. Là aussi, nous avons réussi à faire bouger les lignes, à faire accepter par le CIO la création d'un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, qui permet à l'ensemble des territoires qui croient au sport, qui ont envie de faire partie de cette dynamique des Jeux, de pouvoir être labellisé une Terre de Jeux 2024 et de déployer les différents programmes de Paris 2024, encore une fois, dans les écoles, dans les quartiers, réussir à rapprocher ce monde associatif et les collectivités locales, parce que le sport français, et j'en suis un bon témoin, aujourd'hui repose sur une dynamique sur l'ensemble du territoire. Les grands champions français viennent des quatre coins de la France. Ils ont commencé le sport dans des petites structures associatives soutenues par les collectivités locales, et c'est très important qu'on arrive à valoriser cette dynamique locale dans l'ensemble des territoires à travers ce projet Paris 2024. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt heureux, alors que ce programme a été lancé, cette idée a été lancée il y a moins de 2 ans maintenant, d'avoir déjà 25 millions de Français qui vivent dans une collectivité Terre de Jeux 2024 et qui du coup ont accès à un certain nombre de programmes. Le dernier mot pour moi, ce sera vous dire aussi que pour les Français, effectivement, nous avons créé un club Paris 2024, qui est un club accessible à tous, gratuit bien évidemment, et qui permet, juste en s'inscrivant sur ce club Paris 2024, d'être destinataire de l'ensemble des informations pour savoir comment devenir volontaire, savoir comment s'engager dans l'aventure, comment rencontrer des grands champions. On a déjà organisé un certain nombre de défis autour des Tony Parker, Teddy Riner, Florent Manodou et les plus grands champions français qui régulièrement donnent rendez-vous à leurs fans pour partager la préparation des Jeux de Paris 2024. Et pour aller au bout de cette ouverture de ces Jeux de Paris 2024, nous avons souhaité même ouvrir la participation du grand public à quelques épreuves pendant les Jeux, et ce sera le cas notamment du marathon, qui sera accessible à l'ensemble des Français qui souhaitent y participer, mais on fera aussi la même chose pour les épreuves de cyclisme. Donc vous le voyez, ce projet est très ambitieux. Malgré le contexte aujourd'hui, on continue à porter cette ambition parce que ce projet, plus que jamais, offre un horizon positif pour ce pays. On va mobiliser 150 000 emplois directement dans l'organisation de ces Jeux. Vous l'avez vu, à peu près 4 milliards d'euros d'argent privé vont être réinjectés dans l'économie française aussi dans les prochaines années. Et c'est surtout une formidable opportunité de réussir à valoriser le rôle et la place du sport dans le quotidien des Français. Et c'est pour cela que nous avons besoin que chacun prenne sa part de responsabilité et nous avons besoin de votre soutien. Voilà, Monsieur le Président, et bien évidemment, je serai à votre totale disposition pour répondre aux questions, et peut-être je donne la parole, je vous rends la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, je donne la parole donc à Monsieur Ferrand. Oui, voilà. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, j'ai une petite présentation, si on peut l'afficher. Comme introduction, donc, je vais vous parler des ouvrages olympiques, de ce qu'on a à construire de manière pérenne pour pouvoir accueillir le grand événement dont Tony Estanguet vous a dressé les grands contours. On va passer à la diapo d'après. Donc, nous existons... Voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu coupé. Si on peut avoir la diapo complète, parce que celle-là, nous n'avons qu'une image, et après nous avons du texte. Voilà, donc il y a 37 mois, la Solidéo a été créée, en janvier 2018. Alors, la Solidéo s'inscrit, peut-être diapo d'après s'il vous plaît, dans une organisation pour livrer les Jeux, que je vous rappelle en quelques mots. On a en gros 3 grandes structures. On a le COJO, qui va effectivement organiser l'événement lui-même, 3,9 milliards dont Tony Estanguet vous a parlé, une association. On a la Solidéo, donc établissement public,
Un budget de 3,2 milliards en valeur 2016, et j'y reviendrai, à parité publique et privée, qui est en charge de livrer, de garantir que tous les ouvrages nécessaires pour les Jeux seront livrés dans les délais, conformément au programme nécessaire pour les Jeux, et que ces ouvrages auront une deuxième vie après les Jeux, c'est-à-dire que leur transformation à l'issue des Jeux sera garantie. Donc ça, c'est la Solideo, la présidence du conseil d'administration de la Solideo étant Anne Hidalgo. Et puis on a tous les acteurs de l'héritage, donc de l'héritage immatériel. Et enfin, on a la DIJOP, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, qui est là pour faire fonctionner l'ensemble du dispositif. Donc Michel Cadot aujourd'hui, Jean Castex précédemment. Diapo d'après. Alors, sur ce qui concerne les ouvrages pérennes, donc les ouvrages dont la réalisation a été confiée à la Solideo. Vous avez vu, le concept des Jeux a évolué. Les fondamentaux, pour nous, n'ont pas changé depuis 37 mois. On a ajouté un certain nombre d'objets. Il y a 37 mois, on était sur 40 objets. Aujourd'hui, on a 62 objets pérennes à livrer, dont les plus gros, les plus emblématiques, les plus visibles, le village olympique, le centre aquatique olympique, la marina de Marseille, par exemple. Mais aussi, on a rajouté un certain nombre d'objets plus petits. Une nouvelle base de pompiers de police, 14 rénovations de sites d'entraînement, des objets qui n'étaient pas encore identifiés il y a 37 mois et qui aujourd'hui sont nécessaires pour la bonne réalisation des Jeux. Donc 62 objets aujourd'hui. Le reste des fondamentaux est inchangé. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'intégralité de la diapositive? Parce que le bas est coupé, je suis confus. Or, le bas est important. Il y a les données financières sont en bas. Excusez-moi. Voilà. Donc, 62 objets. Le montant de subvention publique, qui était de 1,378 milliard il y a 3 ans, est globalement inchangé puisqu'on en est à 1,386 milliard, on est toujours en euros 2016. Donc on a cette question ensuite d'indexer en euros courants, mais le montant de subvention publique est inchangé. Et on est dans une histoire où l'essentiel des investissements, l'essentiel des objets que nous avons réalisés sont en Seine-Saint-Denis, puisque les 3/4, 75% des subventions publiques et 44 objets seront réalisés en Seine-Saint-Denis. La diapositive d'après, s'il vous plaît. La très grande singularité de l'organisation des Jeux en France, c'est que la Solideo ne fait pas tout. La Solideo s'appuie sur les collectivités territoriales pour qu'elles construisent les différents objets nécessaires pour les Jeux sous la supervision de la Solideo. Alors ainsi, par exemple, la ville de Paris construit l'Arena 2 sous la supervision de la Solideo et avec le financement de la Solideo. Donc on est dans une histoire où on a 62 ouvrages pérennes, 29 mètres d'ouvrage à plein, 13 cofinanceurs, ça on est dans des histoires classiques, et donc on a ce râteau. Et peut-être une seconde encore, s'il vous plaît. Voilà. Et à la fois la difficulté de cette aventure-là, c'est de coordonner ces 29 mètres d'ouvrage pour que tous les ouvrages soient livrés à temps, et le à temps étant le 31 décembre 2023, de manière à ce que le COJO puisse les prendre en main, les tester, les habiller aux couleurs olympiques pendant le premier semestre 2024, et qu'à l'été 2024, tout soit parfait pour accueillir la famille olympique, les athlètes, les journalistes et les spectateurs. Diapo d'après. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Le planning que je vous montre, c'est le planning que nous avions posé il y a 3 ans, qui est aujourd'hui inchangé. Nous avions indiqué il y a 3 ans que les 3 premières années de vie de la Solideo, donc 2018, 2019, 2020, seraient les années de conception des ouvrages, d'acquisition du foncier et d'obtention de l'ensemble des autorisations administratives. Et qu'ensuite, les années 21, 22, 23 seraient les années de travaux, de construction des différents ouvrages. Aujourd'hui, malgré 2 confinements, on parlera peut-être du 3e confinement après, malgré la crise sanitaire, nous sommes exactement dans le calendrier que nous avions posé. Quand je dis nous, c'est à la fois la Solideo dans ce qu'elle réalise en propre, et puis l'ensemble des 28 autres maîtres d'ouvrage dans ce qu'ils réalisent. Donc nous sommes exactement dans le calendrier posé il y a 3 ans. C'est important de le redire, ça veut dire que nous commençons les travaux, et j'y viendrai dans ma dernière diapositive, mais ça veut dire que nous avons du temps. Et ayant du temps, nous pouvons absorber les aléas, la crise du Covid, pour autant qu'elle ne se prolonge pas plusieurs années, des aléas climatiques importants. Nous avons intégré dans notre planning de travaux, sans être obligé de passer en 2/8 ou en 3/8, donc sans passer à rythme accéléré, la capacité d'absorber le monde réel, les risques qui pourraient se présenter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les enveloppes financières que nous avons prévues
devrait suffire parce que nous n'avons pas besoin, je vous parle aujourd'hui, d'accélérer ou d'envisager d'accélérer les travaux. Alors, un petit point, diapo d'après s'il vous plaît. Un petit point. Alors, on avait trois dimensions qui nous étaient posées au-delà de la seule livraison des ouvrages pour Paris 2024. Derrière cette question, qu'est-ce qui se joue sur ces ouvrages pérennes ? On a évidemment une question d'accélération d'un certain nombre de dynamiques métropolitaines, et singulièrement dans cette partie de la Seine-Saint-Denis, à la limite avec les Hauts-de-Seine, ou avec l'arrivée du Stade de France, on a eu le premier étage de la fusée, le village olympique et l'ensemble des ouvrages olympiques étant le deuxième étage de la fusée. Donc là, on a un sujet qui se développe et qui j'ai presque envie de dire, est derrière nous, puisque les travaux commencent. On avait un deuxième sujet qui nous était posé, qui est faire des jeux exemplaires. Tony Estanguet l'a rappelé. On veut, et le gouvernement nous avait demandé d'avoir les premiers ouvrages, les premiers jeux entièrement alignés sur les accords de Paris, et singulièrement sur le carbone. Et enfin, on a un troisième enjeu. Vous savez que tous les métiers liés à la ville sont des métiers dans lesquels nous avons des leaders mondiaux. Vinci, premier constructeur mondial, Bouygues, le numéro 2. Et dans tous les champs, y compris des champs qu'on ne pourrait ignorer, comme la météorologie urbaine. Météo France a le modèle le plus avancé au monde sur les prévisions météo urbaines. Donc on a des leaders mondiaux, et on nous avait demandé que les ouvrages olympiques soient l'occasion de mettre en avant nos savoir-faire et d'innover dans les filières liées à la ville. Singulièrement, diapo d'après s'il vous plaît, singulièrement au niveau environnemental, on nous avait demandé de travailler sur 5 thématiques qui soient très différenciantes par rapport aux grands événements mondiaux que sont donc les Jeux de Tokyo, les Jeux de Pékin, mais également l'exposition universelle de Dubaï, qui sont 3 événements, les 3 prochains événements mondiaux. Et donc on nous a demandé de travailler sur 5 thématiques qui pourraient différencier nos savoir-faire industriels par rapport à ces grandes manifestations technologiques. Donc, évidemment, le carbone. Et on a, à travers les ouvrages olympiques, on va atteindre moins 45% du bilan carbone en construction, là, dès 2021. Ce qui veut dire que dans l'économie de la Seine-Saint-Denis, dans une économie immobilière, dans une économie de la construction classique, parce qu'on est dans une économie normale, on peut dès maintenant atteindre moins 45% sur le bilan carbone, c'est-à-dire avoir 10 ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone. C'est ça ce qu'on est en train de démontrer. On nous a demandé d'avoir des dispositifs de bâtiments qui soient adaptés au climat de 2050, c'est-à-dire le moment où l'été standard correspondra à la canicule de 2003, et nous le faisons. On nous a demandé de travailler sur la biodiversité urbaine. Alors là, c'est un sujet sur lequel on est moins avancé que sur les 2 premiers, qui est un des enjeux que nous avons maintenant. On nous a demandé de travailler sur l'économie circulaire. Et nous réutilisons 92% de tout ce qui existe physiquement sur le village olympique. Donc le village olympique, lorsque nous avons pris les terrains, c'était une zone industrielle. Nous avons déconstruit et recyclé 92% en masse de tout ce qui était présent, y compris les faux plafonds, les moquettes, le mobilier, tout. 92%, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Et puis, sur l'accessibilité universelle, Madame Cluzel nous a demandé, et qui nous suit très très près, nous a demandé de travailler sur la logique du vieillissement de la population, c'est-à-dire non pas le handicap lourd, mais la somme, vous savez, des petites difficultés que nos aînés peuvent avoir et qui rendent la vie compliquée en ville. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser l'accessibilité, finalement une forme de ville bienveillante, en mettant à bout une somme de petites solutions autour de ça. Diapo d'après. Et puis, on nous a également demandé de répondre à 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est que les Jeux soit un vecteur de dynamisme pour l'emploi des gens qui sont loin de l'emploi. Et donc que 10% des heures travaillées sur l'ensemble des ouvrages olympiques soient réservées à des publics loin de l'emploi. Alors, 10%, c'est 2 fois le volume demandé classiquement sur les opérations en rue. Inversement, ce qui a été proposé, c'est qu'on élargisse l'assiette, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement les chômeurs de longue durée et les gens très loin de l'emploi, mais également les apprentis, les alternants et la discrimination à l'adresse. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va, dans le cadre des ouvrages olympiques, aujourd'hui, on va réaliser près de 2,4 millions d'heures d'insertion. On est au début des grands chantiers, donc on suit ça. On en est aujourd'hui à 180 000 heures, donc on est encore petit
par rapport à cet objectif de 2,4 millions. Mais on est au début des chantiers, c'est au moment des chantiers que les choses se passent, plus qu'au moment des études. Et puis on nous a également demandé que 25% en valeur des marchés soient dédiés à des PME, des TPE, des structures de l'ESS. Alors, aujourd'hui, sur l'ensemble de tous les maîtres d'ouvrage, pas simplement sur l'IDEO, mais tous les maîtres d'ouvrage, près de 750 millions d'euros de marchés publics et privés ont été passés. 750 millions d'euros de marchés, et 20,1 ou 20,2% de ces marchés ont été passés auprès de PME, TPE, structures de l'ESS. Ça fait à peu près, et ça fait à peu près 150 millions. Et ça concerne 620 PME partout en France. Alors, on ne vous a pas mis la carte pour ne pas alourdir les débats, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui cet effet de diffusion de la dynamique des ouvrages olympiques qui mobilise plus de 600 PME, y compris dans des zones très reculées comme le Mont Morvan. Voilà. Et puis, diapo d'après... Où en sommes-nous ? Deux derniers points pour ouvrir aux questions que vous pourriez avoir. Diapo d'après, s'il vous plaît. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que tous les gros ouvrages ont achevé leur conception et ont récupéré toutes leurs autorisations administratives. Le village olympique, que vous avez là, au moment où on a révélé le village olympique, s'il vous plaît une seconde. Le village olympique, le village des médias, le centre, la piscine olympique réalisée par la métropole du Grand Paris, l'Arena 2, réalisé par la ville de Paris, la marina de Marseille, les permis de construire ont été déposés, réalisés par la ville de Marseille. Donc tous les gros ouvrages structurants aujourd'hui ont achevé leur conception. Et donc on va passer en phase travaux. Et ce qu'on est en train de finir de concevoir, c'est tout ce qui est rénovation de sites existants. Et qu'est-ce qui se prépare pour 2021 ? Peut-être la diapo d'après. Merci beaucoup. C'est vraiment la phase de lancement des grands chantiers. Donc en janvier, il y avait un chantier lancé. En mars, on en a 4. À la fin de l'année, on aura 32 chantiers, 32 ouvrages en chantier sur les 62, c'est-à-dire que tous les plus gros seront en chantier. Singulièrement, l'ensemble du village olympique sera en chantier. Le village olympique, à la fin de l'année, c'est 4000 salariés, donc à cheval entre Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis, 4000 salariés mobilisés. Ce sera le plus grand chantier monosite de France. Donc c'est ça ce qui est en train de se lancer, 40 grues. En 2021, c'est 750 millions d'euros de travaux, donc publics et privés, puisqu'on a tous les promoteurs qui construisent les bâtiments. Sur les 750 millions d'euros de travaux, on a 276 millions de subventions publiques. Une part de l'État, une part des collectivités. 9000 salariés au total mobilisés, 4000 sur le village olympique, 5000 sur les autres ouvrages. Et alors évidemment, c'est un accélérateur de la reprise, de la relance dans les conditions dans lesquelles on est. Et ça pose beaucoup de questions sur lesquelles on travaille avec beaucoup d'énergie sur l'insertion et sur les conditions de travail, puisque même si on a du temps sur les chantiers, on sait que cette concentration humaine sur les chantiers, avec un calendrier et une pression extrêmement forte, ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des travailleurs. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je pouvais vous dire en introduction. Merci, Monsieur le Directeur Général. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Jacques Lozach, qui est le rapporteur budgétaire des crédits sport et qui va vous poser une première série de questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du COJOP, cher Tony Estanguet, Monsieur le Directeur Général Exécutif de la Solideo, quelques questions, oui, pour introduire nos débats de ce matin. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez évoqué l'héritage olympique, héritage durable, diversifié, qui n'est pas effectivement simplement une capacité à organiser un événement ou bien gagner un certain nombre de médailles, mais également beaucoup d'autres choses, et en particulier le développement des pratiques dans notre pays. Et c'est vrai qu'un chiffrage très ambitieux avait été annoncé par Laura Flessel à l'époque et confirmé par le président de la République, c'est-à-dire 3 millions de pratiquants supplémentaires. Alors ceci dit, la pandémie est passée par là. Bon, et malheureusement, va encore sans doute nous occuper au cours des mois qui viennent. Et je voudrais vous demander, est-ce que le moment n'est peut-être pas venu de poursuivre un objectif un peu plus réaliste, quoi, si je peux dire,
C'est-à-dire avoir un objectif tout simplement de revenir à la fin de l'année 2019, de revenir effectivement à une période d'avant Covid. Bon, on veut bien croire qu'il va y avoir une frénésie d'activité physique au sortir de ce confinement, mais est-ce qu'effectivement, il ne faut pas évoquer aujourd'hui des objectifs un petit peu à la baisse en ce qui concerne le développement du nombre de pratiquants? Une deuxième question, cette fois-ci sur le plan financier. Au mois de novembre dernier, on a été présenté une version, je dirais, provisoire d'un rapport de la Cour des comptes qui évoquait en particulier des surcoûts estimés à 400 millions d'euros, notamment pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu de précision concernant ces surcoûts? Et bien sûr, en face de ces surcoûts était envisagée une économie analogue, c'est-à-dire une économie d'environ 400 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez donc nous apporter quelques éléments complémentaires sur ces chiffrages-là? Ensuite, une question qui a trait vraiment à l'actualité, parce qu'il y a une petite étude qui est sortie la semaine dernière de Sportsora et qui montre que malheureusement, contrairement à 2020 où les choses s'étaient plutôt pas trop mal passées, en matière de mécénat d'entreprise et de sponsoring, il y a d'ores et déjà un recul pour l'année 2021. Alors ça concerne peut-être pas du tout les GESI, comme on dit, les grands événements sportifs internationaux, mais est-ce que vous avez des craintes de ce côté-là? Est-ce que la crise sanitaire a d'ores et déjà remis en question un certain nombre de projets de partenariat? Même chose, je dirais, pour les collectivités territoriales, parce que vous savez que la crise coûte beaucoup d'argent aux collectivités territoriales. Bon, les chiffres qui sont annoncés tournent autour de 3,8 milliards d'euros pour l'année 2020. Est-ce que, je dirais, l'enthousiasme est toujours au rendez-vous, ou bien est-ce que vous avez là aussi quelques craintes, quelques inquiétudes? Et enfin, je termine là-dessus. Je reviens un petit peu sur le développement de l'activité physique et sportive dans les établissements scolaires, puisque fin janvier, vous avez lancé avec le ministre Blanquer et la ministre des Sports cette opération 30 minutes d'activité physique et sportive quotidienne à l'école. Et pour nous, je dirais que c'est un petit peu flou, cette affaire. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte éducatif très particulier. Bon. Mais est-ce que cette campagne de 30 minutes supplémentaires, est-ce que c'est pendant le temps scolaire, hors temps scolaire? Quels sont les personnels concernés? Est-ce que ce sont les enseignants de l'éducation nationale, les éducateurs sportifs des clubs, les agents des collectivités territoriales, etc. Qui financent, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur ces 30 minutes qui, normalement, devraient venir s'ajouter aux heures d'éducation physique et sportive d'ores et déjà prévues par les instructions officielles? Voilà, je propose de répondre déjà à ces premières questions, puis après, on enchaînera par d'autres questions. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur pour ces questions. Peut-être on va commencer par répondre aux deux questions qui traitent sur l'héritage, et puis après moi je répondrai plus sur les questions budgétaires en matière de sécurité notamment et de recherche de partenariat. Peut-être Marie Barsac donc, va vous éclairer un petit peu sur les 30 minutes, et moi je dirai un mot éventuellement sur les 3 millions de pratiquants aussi. Très bien. Alors, les 30 minutes, c'est effectivement un dispositif qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale. À ce stade, les écoles s'inscrivent de façon volontaire à la mise en place de cette expérimentation. Il y a aujourd'hui 1100 écoles qui expérimentent le dispositif. C'est tout simplement la mise en place tous les jours de 30 minutes d'activité physique avec son enseignant dans la cour de récréation. Ça peut être en début de journée, ça peut être en milieu de journée, ça peut être l'après-midi, autour de la récréation. En tout cas, c'est un temps qui est sous l'autorité de l'enseignant. Donc l'enseignant aménage sa journée de travail en intégrant ces 30 minutes d'activité physique. Ces 30 minutes, vous l'avez dit, sont évidemment complémentaires à l'EPS. Pour nous, c'est un marchepied vers plus d'éducation physique et sportive dans le quotidien des enfants à l'école. Vous savez que ces temps d'EPS sont loin d'être respectés partout. Il y a des communes qui financent des intervenants municipaux, vous l'avez cité. Donc là, ces communes-là, les enfants ont la chance d'avoir parfois 3 heures, mais à Paris, par exemple, où c'est le cas, les enfants n'ont qu'1 heure et demie. Donc on est quand même loin des 3 heures. Et puis dans les communes où c'est l'enseignant lui-même qui porte l'EPS, on voit que l'enseignant privilégie, parce que les recommandations ministérielles sont très fortes sur le lire, écrire, compter.
Et de fait, l'EPS passe à la trappe quand on manque de temps sur ces 3 matières. Eh bien, on va sucrer l'EPS. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, on a conçu ce dispositif avec l'Éducation nationale comme un outil pour accélérer la place de l'EPS et du sport scolaire dans l'enceinte de l'école, parce que ça nous semble essentiel. On le sait, vous le savez, les études sont catastrophiques. Tony les citait sur la sédentarité des enfants. C'est galopant. Aujourd'hui, quand même, un enfant sur 5 en situation d'obésité avant l'entrée en 6e, c'est grave. C'est vraiment des adultes qui vont avoir des pathologies lourdes. Ça va peser évidemment sur les finances de notre société, mais ça pèse sur la vie quotidienne de ces gens. Donc il faut enrayer la mécanique. Et on le sait, les médecins l'ont prouvé, tout se joue entre 6 et 11 ans. Un enfant qui ne bouge pas sera un adulte sédentaire. Donc il faut agir à ce moment-là. Il faut donner le goût de bouger aux enfants pour qu'ils aient envie de faire du sport de façon régulière. Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'avoir ce marchepied de 30 minutes qui va donner envie de faire de l'EPS aux enseignants aussi, parce qu'ils vont se rendre compte aussi des effets bénéfiques de ces 30 minutes. Les études montrent toutes qu'aussi, une activité physique quotidienne favorise la concentration des élèves. C'est important, ça favorise aussi le climat de classe, un climat de classe apaisé, plus serein, plus tranquille, qui permet un meilleur enseignement. Donc pour toutes ces raisons, on considère que c'est important. Nous, notre objectif, il est plus large que 30 minutes d'activité physique, vous imaginez bien. C'est évidemment que les enfants aillent vers les clubs, c'est ça notre objectif majeur. Mais on pense qu'il faut qu'il y ait cette étape première d'une activité physique quotidienne. À cet âge-là, c'est 1 heure par jour. On se dit que 30 minutes, c'est la moitié du chemin parcouru dans le temps scolaire. Il reste encore le périscolaire, les parcs et puis la vie avec ses parents pour faire les 30 autres minutes. Et puis pour nous, je finirai là-dessus, le dispositif est extrêmement important parce qu'on veut que les enfants jouent un rôle de prescripteur aussi auprès de leurs parents. En fait, toucher les enfants d'une certaine façon et les éveiller à la nécessité d'être actifs tous les jours, c'est aussi pour nous une façon de convaincre les parents de faire de même pour eux-mêmes et d'accompagner leurs enfants au club pour que les parents considèrent qu'effectivement 30 minutes, c'est là aussi un marchepied et qu'ils amènent leurs enfants au club pour une activité régulière et que le sport en famille se pratique de façon beaucoup plus large et que le loisir soit beaucoup plus sportif qu'il n'est aujourd'hui. Et ce dispositif a vraiment été pensé pour qu'il n'engendre pas de dépenses supplémentaires. Ce sont des contenus pédagogiques clés en main qui sont fournis aux professeurs des écoles avec des fiches thématiques pour faire des séances de 30 minutes autour de apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à danser. Voilà, des choses assez simples et ludiques qui permettent vraiment aux enfants de se dépenser et que ce soit facile à mettre en place sans matériel nécessaire pour ces séances-là. Sur la question des 3 millions de pratiquants supplémentaires, bon, bien évidemment, c'est au gouvernement qui a fixé cette ambition-là. Nous, on n'a pas à commenter ce chiffre. Moi, à titre personnel, je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui qu'avant de considérer qu'on doit garder de l'ambition là-dessus et qu'on doit trouver des solutions pour développer le nombre de pratiquants sportifs dans notre pays. On ne parle pas là forcément de licenciés, mais on parle de pratiquants et moi je crois encore plus qu'avant cette crise sanitaire qu'au contraire, il faut garder le cap de cette ambition. Concernant les questions sur les budgets, donc vous avez mentionné le rapport provisoire de la Cour des comptes. Nous attendons toujours le rapport définitif qui devrait arriver prochainement dans les prochaines semaines. Qui effectivement a fait le point. C'est notre deuxième contrôle de la Cour des comptes. Nous avions déjà été contrôlés après la phase de candidature. Donc un premier rapport avait été écrit et publié. Sur ce deuxième rapport, effectivement, sur les coûts de sécurité, nous, on a procédé, vous l'avez mentionné également dans votre propos, au cours de l'année 2020, en fait, dès le début de la crise sanitaire, nous avons mobilisé l'ensemble des équipes de Paris 2024 pour affiner notre budget pluriannuel d'organisation de livraison des Jeux. En fait, le 3,8 milliards qui avait été identifié en 2016 en pleine phase de candidature, nous avons repassé au peigne fin l'ensemble des lignes budgétaires. Bien évidemment, tout ça a été contrôlé par notamment le ministère des Finances et on a un certain nombre de procédures en place pour construire nos budgets. Et donc ce nouveau budget pluriannuel qui nous a permis
en faisant effectivement de l'ordre de 300 millions d'euros d'économies, en réduisant le nombre de sites de compétition. On a réduit de 4 sites au total le nombre d'infrastructures pour réussir à organiser plus d'épreuves, puisque nous avons réussi à inclure notamment les nouveaux sports. 4 sports ont été rajoutés par Paris 2024 il y a un petit peu plus d'1 an. Et ces sports-là, on a réussi à les inclure dans ce nouveau budget sans augmenter de manière significative, puisqu'en fait, on a réussi à négocier une contribution supplémentaire du CIO de l'ordre de 125 millions d'euros, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un budget réévalué et validé par l'ensemble des parties prenantes de Paris 2024, qui inclut un certain nombre de nouveaux coûts, donc les nouveaux sports, mais aussi un rechiffrage de la sécurité que l'on a augmenté à 300 millions d'euros, puisqu'on a un protocole de sécurité qui a été signé avec les forces, là aussi, et l'État, qui permet d'affiner la matrice de responsabilité en matière de sécurité. Et effectivement, Paris 2024 prend à sa charge l'ensemble des moyens de sécurité dans les enceintes sportives pour assurer que toutes les personnes qui viennent assister aux épreuves puissent être en toute sécurité, et les forces de l'ordre continuent d'assurer la sécurité sur la voie publique. Mais c'est bien sur le budget de Paris 2024 qu'est pris la partie sécurité sur tous les sites de compétition notamment. En matière de recherche de partenariat et de sponsoring, là aussi, peut-être vous dire quelques éléments pour vous dire où on en est sur notre objectif, parce que ça pèse quand même pour 1/3 de notre budget aujourd'hui pour Paris 2024. On a, à la fin de l'année 2020, sécurisé 53% de cet objectif. On est dans les mêmes temps de passage que Londres 2012 à la même période, qui était pour nous, très, très concrètement, un peu la référence sur laquelle on s'est basé. Donc pour l'instant, indépendamment de la crise, on a suivi le même rythme de signature de partenariat qu'avant la crise. Et notre objectif serait de sécuriser à peu près 2/3 de nos revenus à la fin de l'année 2021 pour garder la même vitesse d'avancement, indépendamment de la crise. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé avec les équipes de Paris 2024, de continuer à avancer indépendamment du contexte économique actuel. Pour l'instant, on continue d'avancer dans nos négociations avec un certain nombre d'entreprises qui restent intéressées, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, ces jeux restent malgré tout une plateforme de communication assez unique et très attractive. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de signal d'alerte sur notre programme marketing de recherche de partenariat. On continue d'avancer selon nos prévisions initiales. Voilà, je crois, pour les quelques éléments de réponse. Bien, vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc je vais vous donner la parole en vous demandant les uns et les autres d'être synthétiques pour que chacun puisse s'exprimer, et puis surtout pour que nous puissions entendre les réponses de nos invités. On va commencer par Michel Savin. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, cher Tony, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous nous avez donc présenté un petit peu aujourd'hui l'état des lieux de l'organisation de cette grande manifestation sportive que va organiser notre pays. Alors, on voit bien qu'il y a deux piliers, hein. Il y a l'organisation, tout d'abord, sur lesquels on peut avoir toutes les garanties, hein, avec l'équipe qui est en place, et la France a démontré ces dernières années qu'elle était en capacité d'organiser des grandes manifestations sportives. Il est vrai qu'on a besoin de la mobilisation de tous, et c'est sur ce point que je reviendrai sur mes questions. Et il est vrai aussi que c'est un enjeu au niveau national, et vous l'avez fait remarquer, de mettre en valeur des sites symboliques, hein, qui vont montrer l'excellence de notre pays. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'organisation de Jeux olympiques et paralympiques, d'associer le sport avec la culture, mais aussi avec une économie qui est forte en France, le tourisme. Les images qui vont être diffusées dans le monde entier vont mettre en valeur ces sites qui sont extraordinaires et qui vont donc amener une plus-value pour notre pays. Par contre, il y a l'autre point qui est important, donc l'organisation, pas de souci. L'autre point, c'est un des défis qu'a souligné Tony Estanguet, c'est l'héritage. Et je crois que nous, comme élus,
notre responsabilité pour essayer d'accompagner l'organisation de ces Jeux Olympiques, c'est se mobiliser sur l'héritage. C'est-à-dire comment, pendant ces 3 ans, le pouvoir politique peut accompagner l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour avoir comme seul objectif qu'à l'issue de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, les Français puissent plus pratiquer l'activité physique et sportive. Que le sport retrouve une vraie place dans la société qui, malheureusement, n'a pas aujourd'hui. On le sait, notre nation n'est pas une nation sportive, on en a fait tous le constat. Donc, voilà quel est l'enjeu prioritaire pour nous, politiques. Et quand je dis nous, c'est le Parlement, mais c'est surtout aussi le gouvernement et le ministère qui doivent mettre les actions en place pour développer ces activités. Je vais poser donc mes questions en direction du COJOP, mais aussi de la Solideo. Sur le COJOP, on voit bien qu'aujourd'hui, sur Terre de Jeux et sur Génération 2024, vous en avez parlé, l'opération des 30 minutes, on sent, je vous le dis, le ressenti qu'on a un peu aujourd'hui sur le terrain, il y a eu un élan au départ sur Terre de Jeux et on sent qu'il y a un petit ralentissement qui se fait. Alors c'est vrai que la conjoncture, la situation sanitaire ne favorise pas, mais je sens qu'il y a besoin de relancer l'opération auprès des collectivités parce qu'il y a eu encore une fois un bon démarrage et puis là on sent qu'il y a un peu du surplace. Madame, vous avez mis en avant l'opération 30 minutes que nous avons collectivement appelée de nos voeux depuis longtemps au Sénat. Là aussi, lorsqu'on est sur le terrain, comme élu sur le terrain, lorsque nous allons rencontrer les maires et les enseignants, je pense qu'il y a vraiment un manque d'information parce que beaucoup d'enseignants ne connaissent pas encore l'opération des 30 minutes. Je pense il est important de mobiliser le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il encourage sur l'ensemble du territoire la mise en place de cette action. Lorsque c'est des élus qui vont rencontrer l'Éducation nationale, il y a toujours encore ce qu'on vient faire un peu dans l'organisation même de l'Éducation nationale. Et je crois donc que l'Éducation nationale, le ministère, doit faire un effort de communication, de sensibilisation des enseignants parce qu'encore ils sont trop nombreux à ne pas avoir connaissance de ce dispositif. Sur le COJOP, toujours, il y a toujours sur l'organisation une charte du volontariat olympique et paralympique qui doit être présentée normalement au 1er janvier prochain. Pouvez-vous nous dire où en sont les travaux parce que là aussi, c'est important sur des milliers de bénévoles qui vont être mobilisés, de volontaires qui vont être mobilisés. Donc, où en est cette réflexion ? Concernant le financement, on a entendu Tony Estanguet nous dire que concernant l'organisation, il y a 53% des financements des privés qui étaient pour l'instant obtenus. On a entendu l'objectif des 2/3 pour l'année fin 2021. Ce serait bien d'entendre aussi la Solideo qui a aussi une forte participation du financement privé, 1,7 milliard d'euros, savoir où en est le financement des privés concernant la Solideo. Alors c'est vrai que la Solideo a mis en avant, et je crois que c'est aussi un des objectifs de cette organisation, des enjeux urbains à l'horizon 2050, sur le post-carbone, sur la biodiversité, sur le climat, mais aussi sur les enjeux sociétaux avec des ambitions sociales, d'insertion. Et donc tout ça, c'est des sujets qui auparavant n'étaient pas pris en compte dans l'organisation de grands événements. Et là aussi, il faut que les collectivités et l'État puissent bien sûr y participer. Encore un point sur la Solideo, en termes de calendrier, où en sommes-nous des travaux concernant les transports, qui sont un élément important en termes d'organisation de ces Jeux Olympiques, aussi bien pour les athlètes que pour la presse, les médias et le grand public qui va venir participer à ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, Monsieur le Président. Et on va prendre toutes les questions, comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Claude Kern. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci pour votre présentation et pour votre présence ce matin. Je ne vais pas revenir sur l'héritage qui a été largement abordé par Jean-Jacques et Michel, mais je voudrais vous poser plusieurs questions, notamment en ce qui concerne le financement. On a abordé la partie partenariat, mais il y a une autre partie qui concerne un tiers des recettes, c'est la billetterie.
Alors là aussi, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y aura encore d'ici là la problématique sanitaire en pouvant accueillir moins, voire pas du tout de public? Donc là aussi, il faut trouver des financements complémentaires, hein. Je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'augmenter le prix du billet, parce que là, on n'est pas forcément gagnant. Ensuite, vous avez parlé très rapidement de l'organisation territoriale, puisque les Jeux Olympiques, ce n'est pas que Paris 2024, ce sont les Jeux Olympiques pour la France. Donc, qu'en est-il de la répartition qui avait été évoquée à un moment donné, notamment pour les entraînements, des matchs de foot et autres? Et puis, moi, je voulais souligner votre approche en disant que tout sportif de haut niveau, tout sportif professionnel est issu d'une petite structure associative. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que notre ministre n'a pas encore compris ceci. Hein, ça, c'était juste une petite anecdote. Après, au niveau de la Solidéo, j'ai noté avec satisfaction qu'il y a encore du temps. Donc, pas besoin d'accélérer, c'est très bien. Mais comme Michel, je voudrais aborder également le problème des transports, de l'accessibilité. Donc, qu'en est-il des infrastructures routières, ferroviaires qui étaient prévues en ce qui concerne leur construction et leurs extensions? Je ne vais pas être plus long. Thomas Dossus. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette présentation. Alors évidemment, on va saluer l'ambition écologique des Jeux. Le fait que la sobriété soit le maître mot, ça marque quand même un grand changement pour les grands événements sportifs. Donc évidemment, c'est à saluer. Vous l'avez dit, on veut des Jeux plus sobres. Chaque euro dépensé doit avoir un impact écologique important. Et dans le même temps, vous avez dit aussi que les JO étaient la plus grosse plateforme de communication mondiale. Et on a vu la place des partenaires privés dans le modèle économique. Un tiers du budget, c'est énorme. Et donc pour les satisfaire, beaucoup de dérogations ont été accordées en matière de publicité, notamment sur les lieux à forte valeur patrimoniale. Vous avez rappelé aussi l'intérêt de mettre en avant notre patrimoine à travers les Jeux, mais avec ces dérogations, on peut se poser la question de la présence publicitaire sur des lieux à forte valeur patrimoniale, notamment en termes de grandes bâches ou de grands écrans numériques. Donc c'est une question, hein, les dérogations le permettent. Est-ce que c'est envisagé aussi dans le partenariat privé, la place de cette publicité dans des lieux classés? Et puis, pour revenir sur les partenaires, vous avez un des partenaires historiques des JO et qui a re-signé jusqu'en 2032, qui est Coca-Cola, mais qui est désigné aussi comme le premier pollueur plastique mondial. Est-ce que ces partenaires profiteront de ces JO et de cette ambition écologique pour s'aligner un peu sur des objectifs tels que les vôtres? Est-ce qu'il y a des engagements des annonceurs là-dedans, au-delà du greenwashing habituel de ces grandes marques? Voilà mes questions. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour, Madame. Chers collègues, je suis désolé, je vais être de nouveau extrêmement vulgaire et trivial et vous parler des transports, parce qu'il y a un petit souci. Est-ce que vous pouvez nous faire un point entre ce qui était prévu par le dossier de candidature et ce qui est réalisable? Étant entendu que dans le réalisable, il y a évidemment tout ce qui porte sur le Charles de Gaulle Express et la possibilité de mener à bien ce projet. Nous avions reçu le 9 décembre 2020 le préfet Cadot qui nous avait dit qu'il y avait des retards qui étaient évidents, notamment sur la ligne 16 jusqu'à la gare RER du Bourget. Et je le cite, le retard accumulé n'est pas complètement irrattrapable. Donc, est-ce qu'il a pu être rattrapé? Est-ce qu'il est rattrapable? Entre-temps, il y a eu d'autres soucis. Moi, je suis usager de la ligne B du RER. L'avenir s'assombrit. Et j'insiste parce que mes collègues qui ne vivent pas à Paris, et parfois je les envie, imaginent que le problème des transports, c'est surtout de se déplacer pour les sportifs et les spectateurs d'un site à l'autre. Mais pendant les Jeux Olympiques, nous, on doit continuer à vivre. Et aujourd'hui, l'acceptabilité des Jeux Olympiques pour les futures villes candidates, c'est quelque chose de déterminant.
Si vous avez une dégradation des conditions de vie quotidiennes des personnes qui vivent en région parisienne à la suite des Jeux, vous aurez de plus en plus de mal à trouver des candidatures. Donc moi, j'aimerais que vous nous fassiez un point. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'hypothèses que je viens d'évoquer qui ne sont pas sous votre responsabilité, qui dépendent d'autres centres de décision. C'est ce qui fait toute la complexité de ce dossier. Je le comprends parfaitement, mais à un moment donné, on a besoin de faire un bilan général et je crois que vous êtes en capacité de le faire. Merci, Monsieur le Président. Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, merci pour cette présentation qui est très claire. Moi, j'étais particulièrement intéressée par ce que vous avez dit à propos des territoires. C'est vrai que les Jeux sont une chance pour tous nos territoires. La mise en valeur du patrimoine, je suis élue de Paris et notamment le développement métropolitain, ça m'intéresse particulièrement. Alors, je voudrais revenir sur 2 points. Ce qui a été évoqué, les 30 minutes de sport, le sport à l'école, ça a été évoqué par mon collègue Savin. Et il est évident, et Madame, vous l'avez dit, que ce n'est pas respecté de partout. D'abord, je pense aussi qu'il y a un défaut de communication, et puis avec des pratiques différentes selon les territoires. En ce qui concerne le territoire parisien, on voit bien que nous avons un déficit. Je voudrais savoir à ce propos, qu'est-ce qu'il en est de cette semaine olympique dans les écoles qui a dû se dérouler du 1er au 6 février et avoir donc un certain nombre d'informations pour savoir si c'est un outil qui a pu aller dans le bon sens. Et ma deuxième question porte, Monsieur le Président, sur le Club Paris 2024 que vous avez évoqué. Il me semble que c'est une initiative très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Avoir un retour d'impression autour de ce club, 8 mois après sa mise en service, je crois, qui en fait a pour ambition de donner aux Français l'envie de se passionner pour cet événement. Qu'en est-il exactement ? Merci beaucoup. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs. Moi, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est s'il y a, j'ai cru comprendre, une sorte de resserrement budgétaire, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'héritage, tant en infrastructure, en structure, et puis surtout sur les retombées culturelles et sociales? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez prévu un plan E, comme Estanguet, sur la pandémie? Pourrait-il y avoir une pandémie 2024? Et là, je rejoins Claude Kern sur les 3,9 milliards, 1,3 milliard en billetterie. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement une vraie question. La troisième, nous sommes en train de travailler sur le respect des principes de la République avec notre cher collègue Stéphane Piednoir, rapporteur. C'est peut-être une occasion inespérée, exceptionnelle pour la France, pour faire nation, pour faire agglomérer ce sentiment d'appartenir à un même pays, de pouvoir y participer. Est-ce que vous avez réfléchi et comment vous pouvez agir en ce sens pour faire adhérer à tous nos jeunes, à toute la jeunesse et à toute la France ces valeurs de la République? Et puis enfin, une question peut-être plus technique sur les appels à concurrence. Moi, j'ai été interpellé par des fédérations parce que les appels à concurrence sont proposés par équipement sur l'organisation générale, ce qu'on appelle les LOA, et par discipline pour l'organisation sportive, les LOB qu'on appelle. Et les associations qui sont les fédérations internationales et nationales, elles doivent donc poser leur candidature, et ce sont les fédérations internationales, d'ailleurs, je crois, qui sont également conseils pour les entreprises, d'après ce que j'ai compris. C'est quelque chose d'un peu technique. Bon, si aujourd'hui c'est difficile à y répondre, vous y répondrez par la suite, mais ça veut dire qu'à un moment donné, les fédérations s'interrogent sur le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir entre les fédérations internationales qui sont conseils et en même temps les fédérations nationales qui postulent. Merci, Président. Céline Boulay-Espéronnier. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour cette présentation exhaustive et intéressante. Moi, je suis sénatrice de Paris, il y aurait beaucoup de questions à poser par rapport à la capitale. Et moi, j'ai un regret, pour reprendre un peu les termes de ma collègue Catherine Dumas, c'est que
le projet des JO, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est extrêmement important pour Paris, pour la France et dans le cadre d'un plan de relance, et après cette pandémie, n'ait pas été assorti d'un projet plus ambitieux de la part du président de la République sur le Grand Paris, dans une ville qui est enserrée aujourd'hui dans le périphérique, un peu thrombosée, en proie à beaucoup de travaux. Et autant on a parlé grands projets, on a parlé héritage durable, etc., autant on n'a pas beaucoup parlé des Parisiens dans cette présentation. Et j'espère qu'à tous les niveaux, ils seront associés, consultés, parce que s'il y a une grande fierté, et de la part des Parisiens que nous sommes en priorité, bien sûr, autour de ces projets, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Et donc moi, j'ai 3 questions. La première, elle concernait les partenariats publics-privés et la recherche de partenaires qui, selon Mme Hidalgo, doit s'accélérer à partir du mois d'août. Michel Savin a posé la question et je pense que vous allez y répondre. La deuxième, c'était concernant la sécurité, qui est une préoccupation majeure des Parisiens dans le contexte incertain actuel que nous connaissons. Et vous avez évoqué une augmentation de 30 000 € du budget de la sécurité. Je voulais savoir les pistes qui étaient envisagées, par exemple l'utilisation de drones ou ce genre de choses. Et puis la troisième question concernait les 32 chantiers que vous avez évoqués en décembre 2021. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision là-dessus? Et enfin, quatrièmement, vous dites vouloir associer le sport et la culture, qui sont 2 secteurs qui sont extrêmement malmenés dans cette pandémie. Je pensais notamment au Grand Palais. Et je voulais savoir si vous pouviez développer un peu ce point-là. Et puis, toute dernière question, si je ne suis pas trop longue, le projet de verdissement de la Tour Eiffel, de tout ce secteur qui va aller de la Tour Eiffel en passant par le Champ de Mars jusqu'aux Champs-Élysées. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des élus locaux et des Français, des Parisiens là-dessus. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot? Merci. Stéphane Piednoir. Merci, Monsieur le Président Estanguet, Monsieur le Directeur Général. Merci pour ce point d'étape qui est toujours important pour la Commission de la Culture, la Communication et du Sport. Je vais, pour rebondir un petit peu sur les propos du rapporteur Jean-Jacques Lozach tout à l'heure, je veux dire que quand même, on ne le dit pas suffisamment, c'est une occasion unique de valoriser le sport dans notre pays. Les Jeux Olympiques, je pense que nous seront la seule expérience que nous vivrons en ce qui nous concerne probablement. On a cette chance de pouvoir la vivre, nous l'espérons en tout cas dans 3 ans. Il faut vraiment qu'on s'empare de cette opportunité. Bien sûr, il y a eu cette initiative avec Terre des Jeux, ça a démarré très fort. Michel Savin l'a dit tout à l'heure, les collectivités dans tous les départements se sont saisies de cette opportunité. Ça a démarré très fort. Aujourd'hui, on constate que c'est, pour ainsi dire, à l'arrêt. C'est normal, il y a aussi des circonstances qui font que. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enthousiasme qui doit naître au niveau du grand public, tout simplement. Il faudrait embarquer, Madame l'a dit tout à l'heure, pour les jeunes enfants, des pratiques dès le plus jeune âge qui contribuent d'ailleurs à une santé mentale, une attention d'ailleurs dans les classes qui est absolument incontestable, et c'est l'ancien enseignant qui peut vous le dire aussi. Il y a un public qui mérite d'être visé spécifiquement, qui l'a été avec la définition du label Génération 2024, puisque ce sont les ministères de l'enseignement supérieur et du sport qui se sont mis autour de la table pour définir ce label qui veut soutenir le développement de la pratique sportive, y compris pour les étudiants. Et on sait à quel point les étudiants sont aujourd'hui dans une situation de souffrance, bien sûr, du fait des cours à distance, souffrance psychologique, une sature totalement de cette sédentarité qu'on leur impose avec des cours en distanciel, et arrivé à 18h ou 19h, le couvre-feu leur impose de à nouveau rester chez eux. Enfin, il y a vraiment un manque qui est en train de se créer, avec des risques liés à la sédentarité, des risques de santé tout court. Est-ce que vous pouvez faire un petit point d'étape sur le nombre d'établissements du supérieur qui ont adhéré à ce label, qui se sont inscrits dans cette dynamique? Où en est cette dynamique dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur? Deuxième question sur la sobriété écologique et énergétique. Moi, j'observe que, je crois que le précédent jeu d'été ont émis 3,5 millions de tonnes de CO2. L'objectif est de diviser par 2, même un peu plus, puisque l'objectif est de 1,5 million de tonnes de CO2. Il faut être clair, il n'y a pas de manifestation et d'organisation de ce type qui ne génère pas de CO2. On est dans un pays où on a tendance à vouloir faire laver plus blanc que blanc. C'est pas d'aujourd'hui, ça date.
évidemment que cet enthousiasme et cette opportunité que je ciblais tout à l'heure émet du carbone. Néanmoins, il y a vraiment une volonté forte en division par deux. Monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, moins 45% pour les constructions de sites. Ma question est sur l'origine de l'énergie qui va alimenter les différents sites. Vous savez, on a un débat régulier ici au Sénat sur est-ce que le nucléaire, par exemple, est une énergie décarbonée? La réponse est oui, même s'il y a d'autres sujets. Est-ce que vous avez une stratégie, une politique en termes d'approvisionnement en énergie, d'électricité, par exemple, garantie décarbonée, avec les fournisseurs d'énergie traditionnels? Merci. Et enfin, Annie Guillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs. Donc, beaucoup de questions ont été posées, donc je vais être assez rapide. Vous avez énoncé un certain nombre d'objectifs qui sont évidemment que nous partageons sur l'organisation de ces Jeux. Alors, je vais avoir trois petites questions sur l'impact de la crise sanitaire. Vous avez bien entendu dit que les collectivités étaient partie prenante dans l'organisation, dans les travaux pour ces Jeux. Donc, avez-vous à ce stade des craintes sur leur capacité à tenir le calendrier? Parce qu'on le sait, la pandémie a impacté de manière très importante à la fois leur capacité financière, leur fonctionnement, capacité à investir et leur budget de fonctionnement. Donc, avez-vous des craintes par rapport à la réactivité des collectivités par rapport à ce calendrier sur lequel vous avez dit que vous aviez encore un petit peu de temps et de marche? Sur les objectifs, les 30 minutes, les 3 millions de pratiquants supplémentaires. Alors, sur ces 30 minutes, je rejoins mon collègue, je pense que l'application est à géométrie variable dans les territoires, dans les établissements. Donc, y a-t-il quelque chose d'imaginé afin de mettre en place de manière rigoureuse dans tous les établissements et aussi de contrôler cette application? Est-ce que les 30 minutes, est-ce que c'est juste on affiche qu'on veut 30 minutes ou est-ce qu'on aura véritablement une mise en place tout à fait sérieuse et obligatoire avec un contrôle derrière? Ensuite, sur les 3 millions de pratiquants, nous connaissons tous dans nos collectivités aujourd'hui un désengagement dans les associations, un désengagement des bénévoles notamment parce que, évidemment, la pandémie éloigne les pratiquants de leurs pratiques sportives et de leur club. Donc, avez-vous mesuré cet impact sur la possibilité de bénévoles de s'engager au niveau des Jeux? Est-ce que ça sera quelque chose qui peut être à craindre? Et dernière question, puisque nous avions des débats encore hier soir assez tard dans la nuit, avec le respect des principes de la République. Donc, qu'en est-il de l'égalité homme-femme, puisque vous aviez affiché un certain nombre d'objectifs très vertueux? Donc, qu'en est-il de l'égalité homme-femme et du respect de la charte olympique, puisque nous avons eu des débats longs sur la neutralité? Et donc, vous aurez compris qu'hier, il était question notamment de sujets qui étaient assez clivants pour l'hémicycle, et c'est par exemple le voile, par exemple seulement. Et enfin, dernière question pour Catherine Morin-Desailly. Merci, Président. Tout d'abord, féliciter les équipes pour leur résilience, parce que dans un contexte actuel tel que la crise sanitaire, anticiper, savoir préparer les Jeux Olympiques, c'est fort compliqué. Donc, bravo. Ma question sera extrêmement simple et courte. La France organisera, si tout va bien, les gymnasiades en 2022 en Normandie, si les plans de financement, bien sûr, sont bouclés, donc tout cela porté par l'UNSS. Quel est le lien structurel aux Jeux Olympiques 2024? Pouvez-vous nous expliquer comment vous capitaliserez sur la venue de tous ces jeunes venus dans le monde entier, être compétiteurs, pour justement donner une dimension très forte aux Jeux Olympiques 2024? Je vous remercie de votre réponse. Voilà, je vais vous laisser maintenant pour répartir les réponses. Je ne sais pas qui commence. Qui tire le premier alors? Je vous en prie, Monsieur le Directeur. Merci le Président. Bien, alors j'ai quelques réponses puisque l'essentiel c'est assez naturellement au COJO.
Je vais me permettre de les prendre dans l'ordre dans lequel vous les avez posés, comme ça. Monsieur Savin, vous me posiez la question sur les fonds privés, le milliard 7 de fonds privés. Alors, que je vous explique, le milliard 7 ne passe pas par la Solideo, mais pour construire l'ensemble des objets nécessaires pour les Jeux, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments d'habitation, qui sont construits par des promoteurs privés, loués par le COJO pendant les Jeux, et après les Jeux rendus par le COJO. Alors on fait quelques travaux à l'intérieur pour transformer en gros des chambres d'étudiants qui vont accueillir les athlètes en appartements familiaux, en hôtels, en bureaux. Et ensuite, ça vit sa vie de bâtiments normaux avec des utilisateurs finaux. Bon. L'ensemble de cet investissement, donc privé, qui ne transite pas par la Solideo, totalise à peu près 1,7 milliard. Aujourd'hui, nous avons contractualisé avec les promoteurs pour qu'ils fassent sur l'intégralité de ce programme d'1,7 milliard. C'est sécurisé, à l'exception d'un bâtiment qui a vocation, après les Jeux, à être du bureau, pour lequel le financement de ce bâtiment-là est encore en discussion avec l'investisseur final, qui récupérera le bâtiment en 2025. Et donc on a, sur le milliard 7, cette incertitude qui représente à peu près 250 millions d'euros, qui n'est pas une incertitude de fonds publics. Il faut que le promoteur avec lequel on a contractualisé finisse sa négociation avec l'investisseur final, avec le preneur final. Voilà. Sur tout le reste, on est dans un processus qui est sécurisé sur le milliard 7. Alors ensuite, vous avez été plusieurs, Monsieur Savin, Monsieur Kern, à Monsieur Ouzoulias, excusez-moi, à m'interroger sur les transports. Bon. Alors, d'abord, je dois être extrêmement humble là-dessus. La Solideo porte les sujets d'investissement routier, mais la décision du gouvernement dès 2017, enfin dès début 2018, a été de dire tout ce qui est investissement dans les transports collectifs n'est pas piloté, suivi, accompagné par la Solideo, mais directement par la délégation interministérielle aux Jeux, d'où le fait que vous ayez reçu monsieur le préfet Cadeau, DIJOP actuel, au mois de janvier. Donc je vais être assez succinct sur la partie transport collectif, sur laquelle je n'ai pas grand-chose à dire d'autre que ce que je lis dans la presse, et du coup je suis moins bien informé que vous. Bon. Autant, pardon. Voilà, bon. Donc, sur la partie route, je voudrais vous dire 3 choses que je sais sur les transports en commun, mais c'est plusieurs. Voilà. Sur la partie routière, nous avons un programme d'investissement pour ce qu'on appelle les voies olympiques, qui sont des investissements sur les routes, donc d'équipements pérennes, qui permettent pendant les Jeux à l'ensemble de la grande famille olympique de garantir ces temps de transport, et qui, après les Jeux, vont améliorer un certain fonctionnement du réseau routier. Donc, il y en a sur les autoroutes, il y en a sur le périphérique aujourd'hui, donc à la fois réalisé par l'État et par la ville de Paris. C'est beaucoup de systèmes de vidéo-verbalisation, donc de caméras, d'amélioration ponctuelle de l'infrastructure. Il y en a pour à peu près 37 millions d'euros. Donc ça, et on touche 90 km, je vous dis le chiffre de tête, 90 km linéaires, donc sur les grandes infrastructures structurantes de l'Île-de-France. Ce programme-là, il est stabilisé. On est dans la phase de finir les conceptions pour rentrer en travaux, et ça fait partie des différents chantiers dont je parlerai tout à l'heure pour Madame Boulet. Il y a un deuxième volet sur le transport routier qui est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est une fois que vous sortez du périphérique, comment est-ce que vous allez jusqu'à Bercy, comment est-ce que vous sortez d'A13 pour aller jusqu'à Élancourt, etc. Donc cette question du dernier kilomètre et donc des petits aménagements qu'il faut faire entre l'infrastructure structurante et le site de compétition, voir si ce sont des aménagements qui ont vocation à rester pérennes, donc être financés par la Solideo, ou si c'est simplement des aménagements provisoires qu'on met en place pour les Jeux et donc mis en place par le COJO. Ce travail-là, il débute maintenant. Mais on est sur des petites choses. Est-ce qu'il faut refaire un carrefour parce que les cars ou les équipements ne peuvent pas tourner? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bon. Donc il débute, et là aussi, ça permettra de fluidifier le système. Troisième remarque, toujours sur les transports. On a la question du vélo et du développement du vélo qui n'était pas du tout une problématique au début de l'histoire de la Solideo, qui depuis un an, vous le savez tous, est un sujet qui pour le moment est un sujet qui est porté à la fois pour nous par la région Île-de-France et par la ville de Paris, et dans lequel on a une question collective de savoir quelle place on donne au vélo, et singulièrement pour le déplacement des spectateurs.
sachant que le vélo, la question n'est pas tellement la voie cyclable, mais c'est l'endroit où on accroche son vélo à la fin. Voilà. Et donc c'est ça la difficulté que nous avons. Si on dit que 5 ou 10% des spectateurs viennent en vélo, qu'est-ce qu'il faut des grands parkings à vélo comme tels qu'ils existent en Hollande, et où est-ce qu'on les met? Et effectivement, dans la phase de conception aujourd'hui, on n'a pas intégré des parkings à vélo de cette taille-là. Donc c'est un sujet en face de nous. Et troisième dimension, enfin, sur la question des déplacements, je dirais un mot sur les transports collectifs, c'est la question de la démonstration des savoir-faire. Il y a aujourd'hui un débat pour savoir si on pousse ou pas l'hydrogène. Et donc, pour moi, au niveau des investissements pérennes, ça pose la question, est-ce qu'on finance, on cofinance, on accompagne le financement de stations de recharge d'hydrogène ou pas? Ça dépend aussi de la manière dont le COJO va avoir besoin ou pas d'hydrogène pour son propre système de transport et de la volonté des élus derrière de développer l'hydrogène sur son territoire. Donc ça, c'est un des sujets. Mais vous voyez, de mettre en place une station hydrogène, dans la mesure où on a 3 ans devant nous, on sait faire. C'est pas un projet dur. Mais voilà c'est les 3 dimensions. Donc les voies routières, les gros sujets sont étudiés maintenant dans le dernier kilomètre. Le vélo et l'hydrogène, au titre de l'innovation, de la démonstration d'un savoir-faire. Enfin, sur les transports collectifs, écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce que vous voulez. Oui, la ligne 16, on est inquiet sur la capacité de la ligne 16 à aller jusqu'au Bourget. Je n'ai pas d'éléments plus récents que ce que le préfet Cadeau vous a dit au mois de janvier là-dessus. Sur la ligne 14, ce que moi j'entends, y compris côté RATP, c'est que la desserte d'Orly pour 2024, la RATP est rassurée là-dessus. Et donc, la ligne 14 de Pleyel à Orly, a priori, on devrait y arriver. Donc, il n'y a plus cette espèce d'inquiétude latente qu'on a pu avoir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait y arriver. Et la structuration du pôle Pleyel devrait être achevée pour les Jeux. Sur CDG Express et la ligne B du RER, là je mets un joker complet, je ne sais pas du tout vous répondre là-dessus. Ensuite, j'avais une question sur l'incidence de l'héritage s'il y a des problèmes financiers. L'incidence sur l'héritage matériel s'il y a des problèmes financiers. Alors, 3 remarques très rapidement. La première remarque, c'est que l'ensemble de la maquette de la Solideo a été redélibérée à notre conseil d'administration d'octobre 2020, donc il y a 4 mois. Et l'ensemble des cofinanceurs s'est repositionné favorablement sur l'ensemble de la maquette, donc sur un apport d'1,386 milliard d'euros en euros 2016. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude sur les problèmes financiers, les apports publics. Au conseil d'administration du mois de mars dernier, l'ensemble des cofinanceurs a délibéré sur les principes d'indexation. Donc, comment est-ce qu'on passe des euros 2016 en euros courants? Donc, délibération de méthode et de principe qui va être suivie d'une série de délibérations au mois de juillet puis à l'automne, de mise en œuvre, cofinanceur par cofinanceur. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'inquiétude. Et donc, cette question de est-ce qu'on diminuerait l'héritage matériel s'il y a des problèmes financiers, je n'ai pas d'alerte là-dessus. Voilà. Ensuite, sur la question des chantiers, Madame la sénatrice, et notamment des chantiers à Paris, les 32 chantiers. Alors, on a 32 objets en chantier. Qu'est-ce qui va être en chantier? Alors, globalement, c'est les très très gros objets. C'est le village olympique, c'est le village des journalistes, c'est la piscine olympique en face du Stade de France, le CAO. C'est évidemment l'Arena 2, porte de la Chapelle. Oui, et donc toute l'opération autour de la porte de la Chapelle avec qui est déjà en chantier aujourd'hui avec la destruction du truc de bowling. Oui, c'était un bowling là-bas, un parking et un bowling. Donc c'est déjà en chantier, ça sera en chantier de construction à ce moment-là. Mais à Paris, c'est tout ce qui sera en chantier à la fin de l'année concernant les besoins spécifiques des Jeux. Le reste des gros chantiers sont plutôt en Seine-Saint-Denis, avec des groupes scolaires, et puis évidemment Yves du Manoir, dans les Hauts-de-Seine. Sur la sobriété écologique, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que j'avais pu vous dire. Effectivement, on va atteindre 45% de baisse des émissions carbone, ce qui est un chiffre qui est assez inespéré. Il existe des bâtiments qui font beaucoup mieux. Vous pouvez avoir des bâtiments qui descendent à moins 70%. Ce qui est, j'insiste vraiment là-dessus devant vous, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est que sur le village olympique, c'est 300 000 m² qu'on sort.
Et donc on est dans des très grands volumes. Et le village olympique, autant il y a de l'argent public pour libérer les terrains, pour faire déménager les entreprises qui étaient là, autant il n'y a pas d'argent public pour la construction. Ce dont je vous parlais, M. Savin, les investisseurs construisent, louent au COJO et ensuite trouvent des utilisateurs finaux et il n'y a pas de subvention dedans. Donc on est dans l'économie de la Seine-Saint-Denis, on est dans l'économie de la première couronne parisienne et ils arrivent à faire moins 45% aujourd'hui, simplement parce qu'il y a la dynamique des jeux, parce qu'il y a une forte volonté politique pour le faire. Et ça c'est important parce que ça veut dire que si on est capable de le faire sans subvention publique en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, on peut le faire dans toutes les préfectures de France aujourd'hui, au moins dans toutes les grandes métropoles françaises. Et donc dès aujourd'hui, on peut atteindre le moins 45% de carbone sur des grands volumes. C'est ça ce qu'on démontre. Après, on peut aller bien au-delà, mais sur des petits bâtiments de 2-3 000 m² qui sont des bâtiments sur lesquels on teste des choses. Là, on passe à l'échelle. Et puis, Madame Billon, sur l'impact de la crise sanitaire. Alors, le premier confinement, le tout premier, il y a un an, effectivement, nous a un peu tous pris par surprise et toutes les collectivités ou l'État n'étaient pas nécessairement préparés à télétravailler. On va passer. Et d'ailleurs, la Solideo il se trouve qu'on avait des réserves d'ordinateurs parce qu'on avait passé un gros marché en prévision de notre croissance d'effectifs. Et donc, on a prêté des ordinateurs, alors non pas aux collectivités, mais à l'État, pour qu'ils puissent continuer à travailler chez eux. Voilà. Bon. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis l'été, la pratique du travail à distance, c'est sur nos sujets généralisés partout, tant côté État que côté collectivité. Et donc, lorsqu'on a eu le deuxième confinement à l'automne, on n'a pas eu de viscosité particulière dans la conduite de nos opérations. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la partie humaine. Et donc, on va voir maintenant comment ça se passe, mais on est assez... serein est un grand terme, enfin bon, on n'est pas inquiet, voilà, on va dire juste comme ça. Sur la partie financière, je ne peux que vous redire ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les collectivités ont revoté au mois d'octobre sur leurs contributions, ont revoté au mois de mars 2021 sur le principe d'indexation, donc pour passer d'euro 2016 en euros courants. Et la dernière discussion sur le plan financier qu'il y a entre cofinanceurs, c'est finalement... dans l'ensemble des financements de la Solideo, nous avions mis de côté en 2018 une réserve de 100 millions d'euros pour faire face aux nouveaux objets. Voilà, parce qu'au début 2018, on ne savait pas encore le programme complet. Et donc, sur ces nouveaux objets, on a pu dire qu'on finançait le site d'escalade pérenne, qui n'était pas prévu au début, ou la base de police, etc. Et le dernier débat entre cofinanceurs, c'est comment est-ce qu'ils utilisent cette réserve entre les nouveaux objets, les évolutions de programme, et ce qu'on garde pour la suite des opérations. Mais vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas d'alerte d'un cofinanceur disant je ne serai pas capable de faire face à mes engagements. Voilà, Monsieur le Président, je pense avoir été exhaustif. Si je ne l'ai pas été, je m'en excuse. Juste un point sur les transports. On comprend bien que ça ne relève pas de la Solideo, notamment pour tout ce qui est transport en commun. Néanmoins, on sait, vous avez cité le Bourget, on sait que le Bourget ne sera pas desservi par le Grand Paris Express en 2024, malheureusement. Est-ce qu'il y a des réflexions sur des transports de substitution qui sont d'ores et déjà abordés, et est-ce que ça peut avoir un impact sur le bilan écologique des Jeux Olympiques ? Ça, alors là, je vais peut-être faire la passe à Tony Estanguet parce que vraiment, moi, je m'occupe de l'investissement, le fonctionnement est hors de mon champ de compétences, Monsieur le Président. Alors peut-être du coup, moi je commence sur ce point transport. Peut-être avant de répondre précisément à cette question, moi je voudrais juste repréciser un petit peu la manière avec laquelle on a travaillé sur les transports. En fait, en 2016, quand on construit notre dossier de candidature, on se cale sur la carte du Grand Paris Express. Il n'y a aucune ligne, je le répète ici parce que des fois on peut créer une petite confusion, aucune ligne de transport qui n'était demandée par Paris 2024. On n'a jamais demandé quoi que ce soit en matière de transport, on s'est plutôt adapté. C'est les Jeux qui se sont adaptés à la carte des transports cette région Île-de-France pour aller implanter des sites de compétition là où étaient prévues des gares, là où on nous avait garanti qu'il y aurait des gares et des lignes de transport.
Et nous avons maintenu un certain nombre de sites de compétition, notamment en Seine-Saint-Denis, quand, il y a 2 ans, on nous a garanti que ces lignes seraient bien livrées en temps et en heure. Donc, juste rappeler là-dessus que s'il y a des retards de travaux aujourd'hui, il est un peu difficile d'accuser Paris 2024 de ces retards et dans les délais et dans les coûts, parce que, bien évidemment, on n'est absolument pas, comme vous l'avez dit d'ailleurs, aux manettes sur ces sujets-là, mais plutôt, on est des clients. Juste un mot, les transports en commun vont être utilisés pour les spectateurs. Nous, Paris 2024, comité d'organisation, nous devons mettre en place un système de transport pour les personnes accréditées, les athlètes, les journalistes, les volontaires. Pour le public et les volontaires aussi vont utiliser les transports en commun. Nous offrons, entre guillemets, la gratuité de ces transports sur notre budget pour les détenteurs de billets, donc les spectateurs, pour qu'ils puissent utiliser les transports en commun pour là aussi avoir un impact carbone et limiter l'empreinte carbone pour limiter, encore une fois, les déplacements en voiture sur le territoire. Donc, sur les transports alternatifs, sur le fait que notamment les lignes 16 et 17 ne seront pas au rendez-vous, on est en train de regarder les différentes options avec Île-de-France Mobilité, avec les différents partenaires pour voir comment on peut proposer pour acheminer les spectateurs. Il s'agit bien des spectateurs, mais c'est encore une fois là aux autorités publiques de devoir mettre en place un système alternatif, puisqu'il n'est pas dans les prérogatives de Paris 2024 de fournir des systèmes de transport pour acheminer les spectateurs. Sur les différentes questions, j'en ai un certain nombre. Je vais peut-être commencer sur vos différents points concernant la présence de Paris 2024 sur les territoires et vous êtes un certain nombre à avoir mis en avant peut-être le coup d'arrêt ou en tous les cas le ralentissement du programme Terre de Jeux 2024 en présence du territoire. Juste là aussi, nous, Paris 2024, encore une fois, on ne s'est jamais engagé à un nombre quantitatif de nombre de labellisés. Aujourd'hui, quand même, quelques mois après le lancement de ce programme, et malgré cette crise sanitaire, on a 1300 et quelques communes labellisées, 90 départements, presque toutes les régions, et 25 millions de Français qui vivent dans une commune Terre de Jeux 2024. Des programmes qui continuent à se mettre en place, notamment le dernier programme Explore Terre de Jeux qui permet à toutes ces communes d'identifier des parcours de pratiques sportives sur leur territoire pour faire découvrir le patrimoine notamment, et on a eu un très bon taux de participation de toutes ces collectivités labellisées. Le programme des centres de préparation des Jeux qui est lié directement au label Terre de Jeux, puisque pour pouvoir être éligible au statut de centre de préparation des Jeux et accueillir des délégations internationales avant les Jeux, il faut d'abord être une Terre de Jeux 2024. Là-dessus, on a déjà identifié 624 centres de préparation des Jeux sur l'ensemble du territoire, puisque tous les départements qui ont fait acte de candidature ont été retenus, avec à minima un centre de préparation des Jeux. Et il reste encore quelques opportunités pour les nouveaux sports, les 4 nouveaux sports qui ont été rajoutés au programme, pour identifier quels seront les centres de préparation pour ces différents sports. Mais donc ce programme, et bien évidemment, on compte sur vous pour faire toute la communication, dire que bien évidemment, il est encore temps de candidater, il est encore temps de s'inscrire. Nous, on va autant que possible continuer aussi à animer ce réseau et on organise des webinaires. Et le dernier, moi j'étais impressionné puisque on avait quasiment toutes les collectivités qui étaient connectées. On a battu notre record de visio et en ce moment on fait beaucoup de visio, mais c'est à travers ce label Terre de Jeux 2024 qu'on a eu le plus grand nombre de connexions. Donc ça montre de notre point de vue qu'il y a toujours un enthousiasme et une envie quand même collective de ces collectivités sur tout le territoire de faire partie de l'aventure des Jeux. Concernant le programme des 30 minutes, je vais laisser Marie peut-être vous dire un petit peu plus sur les chiffres, sur le nombre d'établissements, le nombre d'élèves qui ont été impactés. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand même, j'ai participé à plusieurs réunions avec les ministres, les recteurs, qui ont identifié maintenant des référents dans les académies. Il y a 100 référents, 30 minutes,
qui ont pour mission de développer ce programme dans l'ensemble des écoles primaires. Nous, on pousse depuis 1 an pour que cette expérimentation, qui a été expérimentée dans 7 académies, puisse être généralisée le plus tôt possible. Le ministre, lors de notre dernière réunion, il y a 15 jours de cela, s'est exprimé devant les recteurs et vise qu'un tiers des écoles primaires puissent mettre en place cette mesure des 30 minutes dès l'année prochaine. Donc c'est un objectif assez ambitieux, mais bien évidemment, nous, à notre point de vue, de notre côté, on pousse. Peut-être, Marie, quelques chiffres là-dessus. Oui, quelques éléments d'information. On a aussi convaincu Amélie Mauresmo de nous accompagner sur le déploiement de ces 30 minutes pour qu'elle joue un rôle d'ambassadrice auprès des enseignants notamment, mais aussi des enfants, pour expliquer le bien fondé de cette démarche et pour la disséminer dans les territoires. Donc Amélie Mauresmo est très partante. On va tourner très prochainement, d'ici Roland-Garros, des vidéos avec elle pour qu'on puisse faire connaître cette mesure. Tony le disait, un webinaire avec les 100 référents terre de jeu, et la semaine prochaine un webinaire avec les 100 référents, 30 minutes, et la semaine prochaine avec les référents terre de jeu, à l'occasion desquels on va parler que d'éducation, que du programme Génération 2024 et des 30 minutes. Donc ça, pour nous, c'est important parce qu'on cherche à créer les connexions entre les acteurs. Donc les collectivités terre de jeu vont pouvoir contacter les référents 30 minutes et vice-versa pour qu'il y ait un travail de terrain pour que les choses se déploient sur le territoire. On est aussi en train de discuter avec l'Éducation nationale sur un accompagnement aux écoles qui mettent en place ces 30 minutes avec peut-être un kit. On discute avec l'ANS pour financer ce dispositif. Bref, ce que je vous dis n'est pas à prendre pour argent comptant parce que les discussions sont en cours, mais c'est pour vous dire qu'on met le sujet sur la table, qu'on pousse fort pour que ça se déploie massivement et que le soufflet ne retombe pas.